Chers amis du dessous des cartes, voici Covid-19, une leçon de géopolitique et aujourd'hui on va s'intéresser à l'Irak. Dans un instant, nous serons en ligne avec Pierre-Jean Louisard, historien, spécialiste de ce pays. Le Covid-19 a donc touché aussi l'Irak, un pays déjà fragilisé par plus de 20 années de guerre, un pays qui est en pleine crise économique et une crise économique accentuée par la chute du prix du baril, puisque l'Irak vit à 90% de la vente de son pétrole. L'Irak, qui connaissait déjà avant l'épidémie une crise sociale avec des Irakiens qui ont manifesté violemment parfois à l'automne dernier pour protester contre le chômage, contre la corruption et contre l'ingérence de deux puissances étrangères, l'Iran et les États-Unis. Alors l'Irak a enfin depuis quelques jours de nouveau un Premier ministre, on aura l'occasion d'y revenir, un Premier ministre qui va devoir gérer le déconfinement région par région, l'occasion pour nous de revenir sur la géographie irakienne. Situé en plein cœur du Moyen-Orient, l'Irak partage ses frontières avec 6 pays, la Turquie, la Syrie, la Jordanie, l'Arabie saoudite, le Koweït et l'Iran. Ces 435 000 km² s'étendent ainsi à la croisée des mondes arabophones à l'ouest et au sud, turcophones au nord et iraniens à l'est, le kurde parlé dans le nord du pays appartenant à la famille des langues dites indo-iraniennes. La quasi-totalité des 39 millions d'Irakiens se regroupent dans les plaines irriguées et dans les vallées montagneuses, formant une véritable mosaïque de peuples sur un territoire exigu. 80% de la population parle arabe, mais 18% environ parlent kurde, et l'Irak compte de nombreuses communautés d'origine turque, sémitique ou indo-européenne. Et puis ces différences linguistiques recoupent aussi, et peut-être surtout, des différences religieuses. Les Kurdes au nord sont à 98% sunnites, mais cohabitent avec diverses minorités comme les Yézidis et les chrétiens assyriens, tous deux particulièrement visés par les exactions de l'État islamique. Parmi les populations arabes, 60% se réclament du chiisme ou de ses différentes branches. Les chiites sont principalement présents au sud-est du pays et à Bagdad, alors que les 30% d'Arabes sunnites, eux, sont principalement regroupés au nord-ouest. Voilà pour les fondamentaux de la géographie irakienne. L'Irak, toujours traumatisé par ce qu'a été la violence des années Daesh. Alors aujourd'hui, le chef de Daesh n'est plus Abu Bakr al-Baghdadi, le califat n'est plus, et pourtant, il semblerait que Daesh profite du chaos irakien ambiant sur fond d'épidémie du Covid-19 pour regagner du terrain. Alors précisément, commençons par revoir comment l'État islamique avait réussi à s'imposer dans la région. Le renversement de Saddam Hussein en 2003 par les États-Unis et leurs alliés ouvre une décennie de guerre civile et de chaos en Irak, qui voit les sunnites perdre progressivement leur influence au profit des chiites. Cette marginalisation des sunnites explique en partie le succès fulgurant 10 ans plus tard d'un mouvement extrémiste mais d'obédience sunnite, l'État islamique. Depuis leur fief syrien de Raqqa, les djihadistes de Daesh progressent d'abord vers l'ouest en Syrie, puis vers l'est en Irak, où ils conquièrent rapidement la province d'Al-Anbar, à dominante sunnite, avant de s'emparer de Mossoul, la deuxième ville du pays, en juin 2014. Du point de vue de l'État islamique, il s'agit donc bien d'effacer définitivement les frontières tracées par l'Occident, en même temps que de sonner la revanche sunnite contre la mainmise chiite dans l'Irak post-Saddam. Voilà pour ce rappel de ce que fut la progression de Daesh en Irak. Le califat n'est plus là, mais la menace est toujours là et on va en parler tout de suite avec vous. Pierre-Jean Louisard, bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'Irak. Dans quelle mesure peut-on dire que Daesh profite aujourd'hui de l'épidémie de Covid-19 ? Eh bien, Daesh profite de l'épidémie de coronavirus dans le sens où les principales puissances qui l'ont combattu, l'Iran et les États-Unis, se retirent aujourd'hui d'Irak, et dans le sens où les milices chiites qui ont été à la pointe de la lutte contre Daesh sont aujourd'hui confinées et divisées au point qu'on voit que la mobilisation populaire est aujourd'hui désertée par des milices et non des moindres.
Est-ce que cela signifie que, selon vous, Daesh pourrait espérer retrouver un territoire, même minime, en zone irako-syrienne? Alors, ce n'est pas le but de Daesh de rétablir un califat territorial, mais en revanche, il y a aujourd'hui une sortie du quiétisme de cellules dormantes, notamment en Irak et le long de la frontière syro-irakienne. Et ces cellules dormantes profitent de la non-résolution de la situation politique en Irak. Mais il y a aujourd'hui un divorce entre les deux parrains qui ont fondé le système politique irakien, les États-Unis et l'Iran. Et ceci est une aubaine pour Daesh, dans la mesure où Daesh peut très bien compter sur un soutien populaire. Il y a depuis quelques jours un nouveau Premier ministre en Irak, Mustafa Al-Kazimi. Pourquoi est-ce qu'on dit de lui que c'est le Premier ministre de la dernière chance? Où en est aujourd'hui la situation économique, sociale et sécuritaire du pays? Alors, depuis novembre 2019, il y a eu pas moins de 3 candidats premiers ministres qui ont échoué à former un gouvernement, ce qui montre que les institutions irakiennes ne sont pas viables. Il y a eu une prise de conscience du danger d'effondrement tout simplement des institutions et de l'État irakien qui a abouti à un consensus de toutes les parties pro-américaines comme pro-iraniennes autour du constat de l'urgence de la situation et de former un nouveau gouvernement. C'est effectivement la dernière chance parce que si Mustafa al-Kazemi échoue, il y a fort à craindre que l'État irakien ne s'effondre. À quoi ressemble aujourd'hui la vie quotidienne en Irak? Est-ce qu'elle diffère selon les régions? La vie quotidienne aujourd'hui est à l'aune du confinement, ce qui n'empêche pas la reprise du mouvement de contestation depuis plusieurs jours, et notamment dans les zones chiites. Mais il y a eu des moments très impressionnants où l'on a vu les villes saintes chiites de Najaf et de Kerbela, notamment lors de commémorations religieuses, totalement désertes. C'était la réponse, l'obéissance des fidèles chiites à leur direction religieuse et notamment à l'ayatollah Sistani qui avait demandé aux fidèles d'obéir aux médecins et aux aides-soignants. Vous sentez un pays qui a un désir d'avenir, de se reconstruire, ou un pays qui n'est pas prêt de sortir de ces divisions internes? On l'a dit, entre sunnites et chiites, entre Kurdes et forces irakiennes. Alors le problème est qu'il y a plusieurs Irak et le sentiment d'Irakité est différent suivant qu'on est en zone chiite, en zone sunnite et en zone kurde. Cela explique pourquoi, à mon avis, ces institutions ne sont pas réformables et qu'il faudra probablement, si l'on veut résoudre la crise irakienne, que la communauté internationale revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire questionne les Irakiens sur l'état dans lequel ils veulent vivre. Merci beaucoup Pierre-Jean Luisard. Je renvoie à deux de vos ouvrages, Le piège Daesh, l'État islamique ou le retour de l'histoire, publié chez La Découverte, et puis chez Talandier, Chiite, Sunnite, la grande discorde en 100 questions, un ouvrage absolument lumineux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour une nouvelle destination.